Tu as passé les 10 dernières années à collecter les preuves que tu mérites mieux. Tu as lu, écouté, planifié. Tu connais les concepts. Tu sais ce qu'est la discipline, l'investissement, la valeur. Et pourtant, quelque chose ne bouge pas. Pas vraiment. Il y a une distance étrange entre ce que tu comprends et ce que tu vis. Ce livre n'est pas là pour combler cette distance avec de l'enthousiasme. Il est là pour te montrer pourquoi tu l'as creusé toi-même et comment certains arrêtent de le faire. Écris en commentaire « Je cesse de négocier avec moi-même ». Une phrase, un engagement. Pas pour moi, pour laisser une trace de l'instant où tu as décidé d'arrêter de faire semblant. Chapitre 1. Le mendiant sur le trône. Il y a des années, j'avais un bureau au 6e étage d'un immeuble à Lyon. Vue dégagée, pas de voisins directs, une plante que je n'arrosais pas. Je recevais des clients importants, je signais des contrats à 6 chiffres, et le soir, en rentrant chez moi, je vérifiais compulsivement si quelqu'un avait liké ma dernière publication. Un homme qui pilote des deals significatifs le matin et qui attend une validation d'inconnu le soir. Je ne l'avais pas formulé comme ça à l'époque. Je me disais juste que c'était de la communication. L'ego est un avocat brillant. Il justifie tout, vite, avec conviction. Napoléon disait que la capacité à ne pas se voir soi-même est le premier obstacle de tout homme ambitieux. Il avait raison, mais il n'avait pas non plus Instagram. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que la plupart des gens ambitieux fonctionnent comme des mendiants assis sur un trône en or. Ils ont les ressources, l'intelligence, parfois même les contacts, mais ils attendent. Ils attendent la permission. Ils attendent le bon moment. Ils attendent que quelqu'un les remarque, valide leur idée, confirme leur valeur. Et pendant ce temps, ils rationalisent cette attente comme de la sagesse, de la prudence, du réalisme. C'est ni l'un ni l'autre. C'est de la peur habillée en stratégie. Voici ce qui est précis. Un créateur ne demande pas à l'univers de lui envoyer des opportunités. Il structure son environnement pour que les opportunités n'aient nulle part ailleurs où aller. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'architecture. Tu construis un système et ce système attire ce qu'il mérite d'attirer, pas ce que tu espères. J'ai rencontré un jour un homme à Zurich lors d'un déjeuner de travail. Discret, costume sobre. Il ne parlait pas beaucoup. Quand quelqu'un lui demandait comment il avait construit son patrimoine, il répondait toujours la même chose. J'ai arrêté d'attendre que ça soit parfait pour commencer. Point. Pas d'histoire romantique, pas de pivot spectaculaire, il avait simplement cessé de négocier avec lui-même sur le timing. Et cette décision, prise une fois, avait changé la trajectoire de tout. Ce n'est pas une anecdote de motivation, c'est une observation sur ce que coûte réellement l'attente. Buffett a dit un jour que le temps est l'ami des entreprises formidables et l'ennemi des médiocres. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que c'est vrai aussi pour les décisions personnelles. Chaque année que tu passes à peaufiner ta vision sans l'exécuter, tu perds du capital. Pas du capital financier, du capital de clarté. Et la clarté, une fois perdue, ne se rachète pas facilement. Le problème avec la mentalité du mendiant, c'est qu'elle est invisible de l'intérieur. Tu ne te perçois pas comme quelqu'un qui supplie. Tu te vois comme quelqu'un de prudent, de posé, d'analytique. Tu penses en termes de risque. Tu listes les obstacles. Tu cherches la certitude avant d'agir. Et cette posture te semble raisonnable parce que tu l'as baptisée avec des mots nobles. Mais sous ces mots, il y a une structure de pensée fondamentalement réactive. Tu attends que les conditions extérieures te donnent la permission d'agir. C'est ça, mendier. Attendre que quelque chose hors de toi décide à ta place. Le créateur fonctionne différemment. Il ne cherche pas la certitude, il cherche la clarté suffisante pour démarrer. Et il accepte que l'exécution génère des informations que l'analyse seule ne peut pas produire. Il y a une phrase de Marcus Aurelius, tirée des Pensées pour moi-même, qui revient souvent dans mes journées. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Ce n'est pas du stoïcisme de salon, c'est une instruction opérationnelle. Tu ne contrôles pas le marché, le contexte, les autres. Tu contrôles la qualité de tes décisions, la structure de tes journées, la précision de tes engagements. C'est là que tout se joue, pas ailleurs. La question que je te pose n'attend pas de réponse immédiate. Elle mérite d'être portée. Dans quelle zone de ta vie attends-tu encore une permission que personne ne viendra jamais te donner? Pas une réponse formulée, une honnêteté silencieuse avec toi-même. Parce que c'est là, dans cet espace que tu évites de regarder, que se trouve exactement ce qui bloque la trajectoire. Pas la conjoncture, pas le manque de ressources, pas le timing. Toi. Ta relation avec l'action sans garantie, ton besoin de savoir avant de faire. Prendre sa place sur le trône n'est pas un acte spectaculaire, ce n'est pas un matin de révélation, une décision héroïque, un pivot dramatique. C'est une série de petits choix, pris avec calme, qui signalent à ton système nerveux que tu n'es plus en mode survie, que tu opères depuis un endroit stable, pas depuis la peur. Et quand tu commences à opérer depuis cet endroit, les décisions changent, la façon dont tu évalues les risques change, la façon dont tu te positionnes dans une pièce change, pas parce que tu joues un rôle, parce que tu cesses d'en jouer un. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de l'examen. Chapitre 2. Ce que tu appelles prudence. Quelque chose se passe dans les premières secondes d'une opportunité. Avant que tu aies formulé une pensée consciente, ton corps a déjà rendu son verdict. Une légère contraction, un recul imperceptible. Et puis, dans les secondes qui suivent, ton cerveau commence à construire la justification de ce recul.
il l'habille, il lui donne des arguments solides, des données, une apparence de rationalité. Et toi, tu appelles ça de la réflexion, tu appelles ça de la prudence, tu appelles ça de la maturité. Ce n'est presque jamais ça. J'ai mis des années à comprendre la différence entre une décision prise depuis la clarté et une décision prise depuis la peur. En surface, elles se ressemblent. Toutes les deux sont calmes, toutes les deux ont des arguments, toutes les deux peuvent te regarder dans les yeux et te convaincre qu'elles sont raisonnables. Mais il y a un test simple. Pose-toi cette question, pas à voix haute, intérieurement, dans le silence. Est-ce que cette décision me protège de quelque chose ou est-ce qu'elle me permet de construire quelque chose? Ce n'est pas la même chose. Protéger, c'est réactif, construire, c'est directif. Et la plupart des décisions que les gens ambitieux prennent sont des décisions de protection déguisées en stratégie de construction. Il y a un moment dans ma vie où j'avais l'occasion d'acquérir une participation dans une structure qui générait des flux récurrents. Modeste mais stable. Le genre d'actif que tu comprends en 10 minutes, que tu peux évaluer avec précision et dont la logique est claire. J'ai passé 3 mois à analyser. J'ai produit des tableaux. J'ai consulté 2 personnes. J'ai demandé des garanties supplémentaires. Et pendant ces 3 mois, j'ai regardé un autre investisseur entrer, prendre sa position et commencer à percevoir. Moi, j'avais toujours mes tableaux. Parfait. Inutile. Ce qui m'avait retenu n'était pas le manque d'informations, c'était une peur précise, celle d'avoir tort. Et cette peur, je ne l'avais pas reconnue pour ce qu'elle était. Je l'avais appelée due diligence. Ray Dalio écrit dans ses principes que la plus grande erreur de la plupart des investisseurs n'est pas de prendre de mauvaises décisions, c'est de ne pas prendre de décision du tout en croyant que l'attente est une position neutre. Elle ne l'est jamais. L'attente est une décision. Elle a un coût. Ce coût est juste moins visible que celui d'un choix actif, ce qui le rend plus dangereux, parce qu'il ne te fait pas mal immédiatement. Voilà ce que fait la prudence mal utilisée. Elle te donne l'illusion de contrôle sans t'exposer au monde réel. Tu restes dans ta tête, là où tout est propre, logique, sans frottement. Mais la valeur ne se crée pas dans ta tête, elle se crée à l'intersection de ta décision et de la réalité. Et cette intersection, tu ne peux pas la simuler, tu ne peux qu'y entrer. Ce que j'observe chez les gens qui ne progressent pas, ce n'est pas un manque d'intelligence ou d'ambition, c'est une relation tordue avec l'incertitude. Ils ont besoin que l'issue soit probable avant d'agir. Ils veulent une probabilité de succès assez haute pour que l'échec éventuel ne soit pas leur faute, mais la faute de circonstances imprévisibles. C'est une stratégie de protection de l'ego, pas une stratégie de création de valeur. Et l'ego, quand il prend les commandes de tes décisions financières ou professionnelles, devient le gestionnaire le plus coûteux que tu n'auras jamais payé. Il y a une différence fondamentale entre le risque et l'incertitude. Le risque, tu peux le mesurer, tu peux l'encadrer, le calibrer, le distribuer. L'incertitude, non. Et la plupart des décisions importantes de ta vie se passent dans la zone d'incertitude, pas dans la zone de risque calculable. Ce que font les gens qui construisent sur le long terme, ce n'est pas qu'ils sont meilleurs pour calculer, c'est qu'ils ont développé une tolérance fonctionnelle à l'incertitude. Ils n'en ont pas besoin qu'elle disparaisse pour avancer. Ils avancent avec elle, comme on marche sous une pluie légère sans chercher un abri, parce qu'on a un endroit où aller. Cette tolérance ne se construit pas en lisant, elle se construit en prenant de petites décisions inconfortables de manière répétée jusqu'à ce que l'inconfort devienne familier. Pas agréable, familier. Ce n'est pas la même chose. Tu ne cherches pas à aimer l'incertitude, tu cherches à ne plus avoir besoin qu'elle soit absente pour fonctionner. Et ici, un point précis que la plupart des gens évitent. La prudence excessive n'est pas une vertu, c'est un coût. Chaque décision que tu repousses de plus de 2 semaines sans raison structurelle valide mérite d'être regardée différemment. Pas relancer, regarder. La distinction entre ce que tu ne sais pas encore et ce que tu refuses de faire malgré ce que tu sais déjà. Ces 2 choses ne méritent pas la même réponse. Ce chapitre ne se termine pas avec une instruction, il se termine avec une pression, légère mais précise. La prochaine décision que tu repousses depuis 2 semaines sans raison structurelle valide mérite d'être regardée différemment. Pas relancer, regarder. La distinction entre ce que tu ne sais pas encore et ce que tu refuses de faire malgré ce que tu sais déjà. Chapitre 3. L'identité qui te coûte cher. 3 ans avant ce que j'appelle mon effondrement calme, j'avais une phrase que je répétais souvent en réunion. Pas à voix haute, intérieurement. Une phrase courte, presque automatique, qui arrivait chaque fois que quelqu'un proposait quelque chose qui sortait de mes habitudes. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je la prenais pour de la cohérence, pour de la solidité, pour le signe que j'avais des standards. Ce n'était rien de tout ça. C'était une identité rigide qui se défendait contre l'inconfort de changer. Et cette défense m'a coûté, en termes mesurables, plusieurs années de progression. L'identité est le sujet dont personne ne parle sérieusement dans le monde de la performance, parce qu'il est plus confortable de parler de stratégie, de méthode, d'outils. La stratégie ne te remet pas en question. L'identité, si. Et la plupart des gens ambitieux ont construit leur identité si tôt et si solidement qu'ils ne la voient plus. Elle est devenue le fond sur lequel tout le reste s'affiche, invisible parce qu'omniprésente.
Voici ce qui est précis. Tu ne prends pas de décision. Ton identité prend des décisions et tu les ratifies. Ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme. Chaque choix que tu fais est filtré en quelques millisecondes par la question non formulée « Est-ce que ça correspond à qui je suis ?» Pas à ce qui est juste, pas à ce qui est optimal, à qui tu penses être. Et si la réponse est non, le choix est éliminé avant même d'avoir été examiné. Tu ne t'en rends pas compte. Tu te dis juste que ça ne t'intéresse pas, que ce n'est pas pour toi, que tu as d'autres priorités. L'ego est un avocat brillant, je l'ai dit, mais il est surtout rapide. Sénéca écrivait dans ses lettres à Lucilius que l'homme sage n'est pas celui qui n'a plus rien à apprendre, mais celui qui ne cesse jamais de se demander ce qu'il n'a pas encore compris. Ce n'est pas de l'humilité au sens affectif du terme, c'est une posture stratégique. Rester ouvert, non pas par générosité, mais parce que la fermeture a un coût que tu peux mesurer en opportunités manquées, en erreurs répétées, en relations qui ne se construisent pas. Il y a une question que je pose parfois à des gens avec qui je travaille et qui crée toujours un silence. Quelle partie de ton identité actuelle est un héritage de ce que tu as dû être pour survivre à un moment précis de ta vie et que tu portes encore aujourd'hui sans te demander si elle est encore utile? Pas de réponse attendue, juste le silence qui suit. Parce que quand la question atterrit vraiment, elle fait un bruit sourd. La plupart des identités rigides ont une origine de protection. Tu as été dans un environnement où montrer ta vulnérabilité coûtait. Alors tu as construit quelque chose de dur. Ou tu as été dans un contexte où ta valeur dépendait de ta performance. Alors tu t'es défini par elle. Ces constructions avaient un sens à un moment. Le problème n'est pas leur origine. Le problème est leur durée de vie. Tu les portes encore dans des contextes où elles ne servent plus, et parfois où elles te freinent activement. Changer d'identité n'est pas une décision ponctuelle. Ce n'est pas un matin de révélation. C'est une série de moments où tu choisis de répondre différemment de ce que ton pattern habituel prescrit. Une fois, puis une autre, puis encore. Jusqu'à ce que le nouveau comportement commence à générer de nouvelles preuves et que ces preuves alimentent progressivement un récit différent sur qui tu es. C'est lent, c'est sans garantie, et c'est le seul chemin qui fonctionne au long terme parce que tout ce qui ne passe pas par ce processus est une technique posée sur une fondation instable. Ce que tu appelles tes convictions mérite d'être examiné avec la même rigueur que tu appliquerais à un bilan comptable. Certaines lignes sont des actifs, d'autres sont des dettes que tu refuses de voir parce qu'elles portent ton nom. Chapitre 4. L'argent que tu n'as pas encore mérité de garder. Une somme arrive, pas forcément énorme, suffisante pour créer une sensation. Et dans les 48 heures qui suivent, quelque chose de prévisible se produit. Ton cerveau commence à la dépenser. Pas physiquement, mentalement. Il fait le tour de ce qui était en attente, de ce qui méritait une upgrade, de ce qui pourrait signaler aux autres que les choses avancent. C'est automatique, c'est presque universel. Et c'est précisément là que se joue une des séparations les plus nettes entre ceux qui construisent et ceux qui tournent en rond. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de relation. La plupart des gens ont une relation émotionnelle à l'argent qu'ils n'ont jamais examinée. Pas irrationnelle au sens clinique du terme, émotionnelle au sens où elle est gouvernée par des sensations, des associations, des réflexes formés tôt dans des contextes qu'ils ont oubliés ou qu'ils refusent de regarder. L'argent dépensé crée un soulagement, l'argent accumulé crée une anxiété sourde, l'argent investi crée une peur diffuse. Ces trois sensations sont réelles et elles pilotent des décisions financières bien plus souvent que n'importe quelle analyse. J'ai connu une période où je gagnais bien. Pas extraordinairement, bien. Et chaque trimestre, je me retrouvais au même endroit. Peu de réserves, des engagements mensuels qui avaient augmenté en proportion exacte de mes revenus, et une sensation vague de travailler pour maintenir un niveau plutôt que pour construire quelque chose. Je n'étais pas dépensier au sens vulgaire du terme. Je n'avais pas de voiture de sport, pas de montre à 5 chiffres. Mes dépenses étaient toutes justifiables. Le restaurant, c'était du réseau. Le bureau plus grand, c'était professionnel. Les voyages, c'était nécessaire. Chaque ligne avait son argument. Et l'ensemble de ces arguments raisonnables produisait un résultat structurellement identique à celui de quelqu'un qui dépense sans réfléchir. Zéro capitalisation, zéro actif, juste un style de vie qui coûtait exactement ce que je produisais. Ce pattern a un nom dans la littérature financière, on l'appelle lifestyle inflation, mais le nom importe moins que le mécanisme. Chaque hausse de revenus déclenche une hausse de standard de vie qui consomme le différentiel avant qu'il ait pu travailler. Et le résultat, 10 ans plus tard, c'est un homme qui a gagné beaucoup et possède peu. Pas parce qu'il a mal géré, parce qu'il n'a jamais décidé consciemment quelle part de ce qu'il produisait devait rester hors de portée de sa consommation immédiate. Rockefeller tenait des comptes personnels détaillés depuis ses 16 ans, pas parce qu'il était pauvre, parce qu'il avait compris que l'attention portée à l'argent précède toujours la capacité à le multiplier. Ce n'est pas de la comptabilité domestique, c'est une forme de respect envers ce que tu construis.
L'argent que tu n'as pas encore mérité de garder ne disparaît pas. Il se transforme en quelque chose d'autre, un signal, une habitude, un plafond invisible. Et ce plafond, tu ne le vois pas parce qu'il est fait de décisions qui semblaient toutes raisonnables au moment où tu les as prises. Ce que tu fais avec le prochain euro qui entre dans ta vie dira plus sur ta trajectoire que n'importe quelle stratégie que tu pourrais élaborer ailleurs. Quelqu'un te regarde prendre une décision, tu le sais. Et quelque chose, imperceptiblement, change dans la façon dont tu la prends. Pas radicalement, juste un léger ajustement, un angle différent, une formulation plus défendable, une option légèrement plus visible, plus lisible pour ceux qui observent. Tu n'appelles pas cela de la peur du jugement, tu appelles cela de la communication, de la pédagogie, du positionnement. Mais sous ces mots propres, il y a un mécanisme qui coûte, et qui coûte précisément là où tu ne peux pas te permettre de perdre, dans la qualité de tes décisions. Le regard des autres est le loyer le plus silencieux qui soit. Tu le paies chaque mois sans jamais voir la facture. Il se prélève sur tes choix professionnels, sur ta façon de gérer ton argent, sur les risques que tu prends ou que tu évites, sur ce que tu admets publiquement ne pas savoir. Et contrairement à la plupart des coups, celui-là augmente avec le succès. Plus tu as construit, plus le regard des autres pèse, parce que tu as désormais quelque chose à perdre dans leur esprit. Une image, une cohérence, une réputation que tu as mis des années à construire et que tu n'es plus tout à fait libre de remettre en question sans en payer le prix social. J'ai refusé un partenariat un jour qui était objectivement intéressant, rentable, bien structuré, avec quelqu'un de compétent. Je l'ai refusé parce que ce partenariat m'aurait obligé à admettre publiquement que je ne maîtrisais pas un domaine que j'avais laissé entendre maîtriser. Pas un mensonge direct, une impression entretenue. Et plutôt que de la corriger, j'ai choisi de passer à côté d'une opportunité réelle pour protéger une image fictive. Ce soir-là, en rentrant, je savais exactement ce que j'avais fait. Je ne me suis pas menti. Je me suis juste dit que je rattraperais ça autrement. Je ne l'ai pas rattrapé. Et l'image que j'avais protégée ne valait, en termes de revenus réels, strictement rien. Voilà ce que le regard des autres produit concrètement. Il déplace le critère de décision. Au lieu de te demander ce qui est juste, optimal, aligné avec ta trajectoire réelle, tu te demandes ce qui est défendable, ce qui est cohérent avec ce que les autres savent de toi, ce qui ne te fera pas perdre de points dans l'esprit de ceux qui t'observent. Et ce déplacement, aussi subtil soit-il, change tout. Parce qu'une décision optimisée pour l'image extérieure et une décision optimisée pour la construction interne ne pointent presque jamais dans la même direction. Adam Smith, bien avant ses travaux sur l'économie, écrivait dans La théorie des sentiments moraux que l'homme passe sa vie à chercher l'approbation d'un spectateur imaginaire qu'il a lui-même installé dans sa tête. Pas une personne réelle, un composite de tous les regards qu'il a intégrés. Et c'est ce spectateur intérieur, pas les gens réels autour de toi, qui gouverne la plupart de tes comportements publics. Tu ne joues pas pour eux, tu joues pour la version que tu as construite d'eux, dans ta propre psychologie. Ce qui rend le problème encore plus intéressant, parce que même si tout le monde autour de toi disparaissait, le spectateur resterait. La question n'est donc pas comment se libérer du regard des autres, c'est une formulation romantique qui ne mène nulle part. La question est plus précise. Dans quelle décision spécifique laisses-tu ce spectateur voter et quel est le coût mesurable de ce vote sur ta trajectoire ? Ce n'est pas la même chose. L'une est une aspiration floue, l'autre est un examen. Il y a des gens qui gèrent leur portefeuille en fonction de ce qu'ils pourront raconter, pas en fonction de ce qui performe. Ils évitent les positions qui semblent trop simples, trop peu sophistiquées, parce qu'elles ne racontent pas une bonne histoire dans un dîner. Ils surexpliquent leur choix d'investissement à des gens qui n'ont aucune incidence sur ces choix, parce que l'explication leur donne une validation qui compense l'incertitude. Et cette incertitude, au lieu d'être gérée par une meilleure analyse, est gérée par la recherche d'un assentiment social. Ce mécanisme produit des portefeuilles complexes, coûteux, sous-performants, mais narrativement satisfaisants. C'est un échange désastreux. Ce que j'appelle la discipline du regard interne, c'est la capacité à prendre une décision que personne autour de toi ne comprendra immédiatement et à la tenir sans avoir besoin de la justifier, sans ressentir le besoin de la rendre visible, sans attendre que les résultats soient assez tangibles pour que les autres valident rétrospectivement ce que tu as fait. C'est une compétence. Elle ne s'installe pas naturellement. Elle se construit par accumulation de moments où tu choisis ta trajectoire réelle plutôt que ta trajectoire narrative. Épictète, qui n'avait rien, absolument rien en termes de position sociale ou de patrimoine, avait compris quelque chose que la plupart des gens fortunés n'intègrent jamais. La liberté n'est pas dans ce que tu possèdes, elle est dans ce que tu as cessé de défendre. Défendre une image coûte de l'énergie, de la cohérence, des décisions. Ne plus avoir besoin de la défendre libère tout ça pour des choses qui produisent réellement. Il existe un test que je pose à certaines décisions avant de les prendre. Une seule question. Est-ce que je ferais ça si personne ne le savait jamais ?
pas comme une règle morale, comme un détecteur. Si la réponse est non, alors la décision est partiellement ou totalement gouvernée par le spectateur, et je peux alors choisir en connaissance de cause, pas par réflexe. Ce filtre ne garantit rien, mais il produit qu'une lucidité que peu d'outils de décision égalent, parce qu'il isole la variable que tu passes le plus de temps à nier, ton besoin d'être vu d'une certaine façon par des gens dont l'opinion n'a, dans la majorité des cas, aucune incidence réelle sur ta vie. Le prix de l'opinion des autres ne se voit pas toujours sur un relevé, mais il se voit toujours sur une trajectoire. Chapitre 6. Quand la discipline devient une performance. Un matin, tu te lèves à 5 heures. Pas parce que tu as quelque chose d'urgent, parce que tu as décidé que c'est ce que font les gens sérieux. Tu fais ta séance, tu lis 30 pages, tu prépares ta journée avec des blocs de temps codés par couleur. Et quelque part dans tout ça, sans que tu t'en rendes compte, tu t'observes le faire. Il y a toi, et il y a le regard que tu portes sur toi en train de le faire. Et ce regard, cette satisfaction sourde d'être quelqu'un qui fait les choses bien, commence à devenir la vraie récompense. Pas ce que la discipline produit, la discipline elle-même, comme spectacle intérieur. C'est là que quelque chose se dérègle silencieusement. La discipline est un outil. Elle n'a pas de valeur intrinsèque, elle a une valeur instrumentale, mesurable uniquement par ce qu'elle produit sur le long terme. Une habitude qui ne génère pas de résultats concrets dans la direction que tu veux aller n'est pas de la discipline, c'est du rituel. Et le rituel, quand il se substitue à l'exécution réelle, devient une forme d'évitement très difficile à détecter parce qu'il ressemble exactement à son contraire. J'ai traversé une période, après une reconstruction difficile, où j'avais développé un système quotidien d'une précision presque maniaque. Chaque heure était planifiée, chaque tâche avait sa place, mon carnet était impeccable, et je produisais objectivement peu. Pas parce que je manquais d'énergie ou de temps, parce que mon système était devenu ma production. Je confondais l'organisation avec l'avancement. Je confondais la préparation avec l'exécution. Et cette confusion était confortable parce qu'elle me donnait une sensation de mouvement sans m'exposer au frottement réel de faire des choses qui pouvaient échouer, être jugées ou ne pas fonctionner comme prévu. La discipline performative a plusieurs signatures reconnaissables. La première, tu parles plus de tes habitudes que de tes résultats. La deuxième, tu passes plus de temps à optimiser ton système qu'à exécuter dedans. La troisième, et c'est la plus subtile, tu ressens une satisfaction réelle à la fin d'une journée bien structurée, indépendamment de ce qu'elle a produit. Cette satisfaction est un signal d'alarme, pas une récompense. Miyamoto Musashi écrivait dans sa Voix du combat que la discipline sans direction est une épée sans adversaire. Elle peut être belle à regarder, parfaitement tenue, mais elle ne tranche rien. Ce n'est pas la régularité qui crée la valeur, c'est la régularité orientée vers quelque chose de précis, avec une pression suffisante pour que chaque répétition ait un coût réel si elle n'est pas faite correctement. Ce point est important parce qu'il contredit une idée très répandue, l'idée que la discipline est une fin en soi, que l'homme rigoureusement discipliné est supérieur indépendamment de ce vers quoi sa discipline pointe. Ce n'est pas vrai. Un homme rigoureusement discipliné dans la mauvaise direction arrive plus vite au mauvais endroit. La discipline amplifie, elle n'oriente pas. Et si tu n'as pas clarifié l'orientation avant de construire la rigueur, tu construis de la vitesse sans destination. Il y a une distinction que j'utilise régulièrement entre ce que j'appelle la discipline de confort et la discipline de friction. La discipline de confort, c'est l'ensemble des habitudes que tu as intégrées au point qu'elles ne te coûtent plus rien. Tu les fais automatiquement, elles font partie de ton identité. Tu les comptes comme de la rigueur, mais elles ne te poussent plus nulle part parce qu'elles ne rencontrent plus de résistance. La discipline de friction, c'est ce qui te coûte encore, ce qui demande une décision consciente à chaque fois, ce qui pourrait être non fait sans que quelque chose en toi s'effondre et qui est fait quand même. C'est là que la progression réelle se produit, pas dans la répétition de ce qui est déjà fluide. La plupart des gens ambitieux accumulent de la discipline de confort et appellent ça de la rigueur. Ils ont des matins solides, des routines établies, des habitudes qui tournent bien et ils se demandent pourquoi leur trajectoire stagne malgré tout cet effort apparent. La réponse est que l'effort n'est plus réel. Il a été amorti par la répétition jusqu'à devenir du bruit de fond. Confortable, rassurant, mais sans charge de progression. Ce que ça implique concrètement, la valeur d'une habitude décline à mesure qu'elle devient automatique. Ce n'est pas une raison de l'abandonner, c'est une raison de la réévaluer régulièrement et d'identifier ce qui, aujourd'hui, représente encore une friction réelle. Ce qui te résiste encore, ce que tu continues à repousser malgré une intention claire. C'est là que ton énergie de discipline doit aller, pas là où tu es déjà fluide. Darwin notait dans ses carnets personnels que ses avancées les plus significatives ne venaient pas de ses heures de travail réguliers, mais des moments où il choisissait d'examiner précisément les points qui contredisaient ses hypothèses les plus solides. Il s'imposait une friction intellectuelle délibérée,
Il ne cherchait pas la confirmation de ce qu'il savait déjà, il cherchait ce qui pouvait le déstabiliser, parce qu'il avait compris que la stabilité intellectuelle est le début de la stagnation. Ce principe s'applique identiquement à la discipline personnelle. Ce qui ne te déstabilise plus ne te développe plus. Et si toute ta rigueur quotidienne se déroule dans une zone où tu es déjà compétent, déjà à l'aise, déjà performant, tu ne construis pas, tu entretiens. L'entretien a sa place, mais confondre l'entretien avec la construction est une erreur que les années rendent de plus en plus coûteuse. Il y a une dernière chose. La discipline visible, celle que tu montres, celle que tu décris, celle qui fait partie de ton identité publique, a tendance à figer exactement ce qu'elle devrait évoluer. Parce que changer de système, admettre qu'une habitude ne sert plus, pivoter vers quelque chose de moins spectaculaire mais plus efficace, tout ça contredit le récit. Et comme on l'a vu, contredire le récit a un coût social que peu de gens acceptent de payer. La discipline qui te sert, c'est celle que personne ne voit et dont les résultats finissent par parler sans que tu aies besoin de les annoncer. Chapitre 7. Ce que le risque révèle vraiment. Une décision en attente depuis plusieurs semaines. Tu la retournes, tu l'examines sous des angles différents. Tu connais les chiffres, tu as fait les projections. Et pourtant, quelque chose résiste. Pas dans l'analyse, dans toi. Une friction sourde, localisée quelque part entre la poitrine et l'estomac, que tu continues à appeler de la prudence, parce que c'est le seul mot acceptable pour décrire quelque chose que tu ne veux pas nommer autrement. Le risque est le miroir le plus honnête qui existe. Plus honnête que tes journaux, que tes bilans, que les conversations que tu as avec tes proches. Parce qu'en face d'un risque réel, avec des conséquences réelles, tu ne peux pas performer. Tu ne peux pas habiller ta réaction avec des mots choisis. Ce que tu fais dans ces moments-là, ce que tu fais vraiment, pas ce que tu planifies de faire dans l'abstrait, c'est une cartographie précise de ce que tu es réellement en ce moment. Pas de ce que tu veux être, de ce que tu es. Et c'est exactement pour ça que la plupart des gens évitent le risque réel. Pas à cause des conséquences potentielles, à cause de ce qu'il révèle. Il y a une différence entre le risque théorique et le risque engagé. Le risque théorique, tu peux le manipuler indéfiniment. Tu peux le modéliser, le probabiliser, le discuter, l'analyser dans des tableaux qui te donnent l'impression de le maîtriser. C'est une activité intellectuellement satisfaisante et pratiquement inoffensive. Le risque engagé, c'est autre chose. C'est le moment où tu as signé, où tu as transféré, où tu t'es positionné et où le résultat ne dépend plus uniquement de toi. Ce passage, du théorique à l'engagé, est l'un des moments les plus révélateurs qui soient. Parce que c'est là que la distance entre ce que tu crois être et ce que tu es effectivement devient mesurable. J'ai vu des gens brillants, analytiquement supérieurs à la moyenne, incapables de franchir ce passage. Pas par manque de compétences, par incapacité à tolérer l'état d'exposition. L'état dans lequel tu as agi, mais tu ne contrôles pas encore le résultat. Cet intervalle entre la décision et la résolution est psychologiquement le plus coûteux. Et les gens qui ne peuvent pas le tolérer vont systématiquement trouver des raisons de ne jamais vraiment l'atteindre. Ils vont analyser encore, attendre encore, affiner encore, jusqu'à ce que l'opportunité se ferme ou que le contexte change, ce qui leur permettra de dire que ce n'était finalement pas le bon moment. Ce n'était pas le bon moment. Voilà une phrase qui a coûté plus cher à plus de gens que n'importe quelle mauvaise décision que j'ai jamais observée. Nassim Taleb fait une distinction qui mérite d'être portée sérieusement, entre ceux qui ont de la peau dans le jeu et ceux qui n'en ont pas. Ce n'est pas simplement une question d'argent exposé, c'est une question de conséquences personnelles réelles. Quand tu as quelque chose à perdre qui te touche vraiment, ta façon de penser change, ta façon d'analyser change, ta relation à l'information change. Tu ne cherches plus à avoir raison, tu cherches à ne pas te tromper sur les points qui comptent vraiment. Et cette distinction, avoir raison versus ne pas se tromper sur l'essentiel, est l'une des plus importantes qui soit dans la construction d'une trajectoire durable. Ce que le risque révèle également, c'est ta relation à la perte. Pas à la perte abstraite, à la perte concrète, celle qui a un chiffre, une date, un nom. La plupart des gens se croient plus tolérants à la perte qu'ils ne le sont réellement. Dans l'abstrait, ils acceptent l'idée de perdre. Dans le concret, quand la ligne est dans le rouge et que la pression monte, leur comportement change de façon prévisible. Ils vendent trop tôt, ils tiennent trop longtemps, ils prennent des décisions correctives au pire moment, gouvernés non pas par leur analyse, mais par leur inconfort émotionnel avec l'état de perte. Je me souviens d'un investissement mal calibré, pas catastrophique, mais douloureux. Pas à cause du montant, à cause de ce qu'il m'a montré sur ma propre psychologie. J'avais tenu la position trop longtemps, non pas parce que les fondamentaux le justifiaient, mais parce que céder aurait signifié admettre une erreur de jugement initiale. Et cette admission, même en privé, même sans témoin, me coûtait quelque chose que je n'étais pas encore prêt à payer. C'est de l'ego pur, habillé en conviction. La distinction entre les deux est l'une des apprentissages les plus utiles et les plus lents qui soient. Ce que tu appelles conviction mérite d'être testé régulièrement contre cette question. Est-ce que je tiens cette position parce que les éléments la soutiennent encore, ou parce que la lâcher me force à réviser quelque chose sur moi-même? Les deux peuvent coexister,
mais les identifier séparément change la qualité de ta décision. Howard Marks écrit que le premier niveau de pensée dit « c'est une bonne entreprise, achetons-la ». Le second niveau dit « c'est une bonne entreprise, mais tout le monde le sait déjà, donc le prix intègre cette qualité et l'opportunité est ailleurs ». Ce second niveau n'est pas de l'intelligence supplémentaire, c'est une discipline de non-confort. C'est accepter de questionner ce qui semble évident, y compris et surtout ce qui te semble évident à toi. Le risque bien utilisé n'est pas un test de courage, c'est un outil de calibration. Chaque exposition réelle t'apprend quelque chose sur ta psychologie que 10 années d'introspection ne produiront pas. Pas parce que l'introspection est inutile, parce que la pression réelle révèle des couches que le confort maintient invisibles. Ce que tu fais face au risque engagé, pas ce que tu planifies de faire, pas ce que tu dis que tu ferais, mais ce que tu fais effectivement quand la position est ouverte et que le résultat est incertain, c'est une information sur toi-même que tu devrais collecter autant que soignon que n'importe quelle donnée financière. Parce que cette information-là, contrairement à la plupart des autres, ne ment jamais. Chapitre 8. Les gens que tu choisis de garder près de toi. Pas un mot n'a été dit. La réunion s'est terminée normalement. Tu as serré des mains, échangé quelques phrases de sortie et tu es rentré. Mais dans la voiture, ou dans le métro, ou dans ces 10 minutes avant de dormir, quelque chose s'est déposé. Une légèreté. Ou son contraire, une fatigue que tu n'avais pas en arrivant. Et tu n'as pas fait le lien immédiatement parce que tu n'es pas habitué à traiter les gens comme une variable de ta performance. Mais c'est exactement ce qu'ils sont. L'environnement humain est le facteur le moins analysé et le plus déterminant de ta trajectoire. Pas les stratégies, pas les outils, pas les habitudes matinales. Les gens que tu choisis de garder dans ton périmètre proche définissent, avec une précision que tu sous-estimes, le plafond de ce que tu vas construire. Pas parce qu'ils te donnent ou te refusent des opportunités, parce qu'ils calibrent, silencieusement et en continu, ce qui te semble normal, possible, acceptable, ambitieux. Ce calibrage est invisible, parce qu'il ne se produit pas dans des conversations explicites. Il se produit dans l'accumulation de petits signaux. Le niveau de revenu qu'on évoque naturellement, la façon dont on parle de risque, d'échec, d'argent, ce qu'on célèbre, ce qu'on critique, ce qui provoque de l'enthousiasme collectif et ce qui crée un silence gêné. Ces signaux répétés, sur des mois et des années, construisent d'un référentiel. Et ce référentiel finit par gouverner des décisions bien plus efficacement que n'importe quelle conviction personnelle. Jim Rohn a formulé cette idée avec une précision qui a traversé les décennies. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. La formulation est simple, presque trop. Ce qui la rend puissante, c'est qu'elle est vérifiable. Pas dans l'abstrait, dans les chiffres, les décisions, les standards que tu appliques réellement à ta vie quotidienne. J'ai eu une période, après une réussite précoce, où mon cercle proche était composé principalement de gens qui avaient à peu près le même niveau que moi. Pas par choix conscient, par gravitation naturelle. On se comprenait, on partageait les mêmes références, les mêmes agacements, les mêmes ambitions de surface. Et cette homogénéité était confortable. Elle était aussi un plafond que je ne voyais pas, parce qu'il était fait de gens que j'appréciais sincèrement. Ce n'est pas la toxicité qui est le danger principal dans un cercle, c'est la stagnation partagée qui se déguise en solidarité. Ce que j'entends par là est précis. Il y a des gens qui te drainent activement. Tu les identifies relativement facilement. Après chaque interaction, tu as moins d'énergie, moins de clarté, une légère corrosion de ta confiance ou de ta direction. Ces gens-là, la plupart des gens ambitieux apprennent à les éloigner avec le temps. Mais il y a une deuxième catégorie, plus difficile à gérer parce que plus difficile à voir. Ce sont les gens qui ne te drainent pas, qui sont bienveillants, loyaux, agréables, mais qui n'exercent aucune pression vers le haut. Aucun niveau que tu n'as pas encore atteint et qui te force à t'étirer. Ces gens-là ne te font pas de mal, ils te maintiennent. Et le maintien, sur le long terme, est une forme lente de régression relative. Il y a quelque chose d'inconfortable dans ce constat, et je préfère le nommer directement. Réévaluer son cercle ne signifie pas abandonner les gens qu'on aime. Ça signifie être honnête sur la fonction que remplit chaque relation et ne pas demander à toutes les relations de remplir la même fonction. Un ami d'enfance peut être une présence irremplaçable dans ta vie sans être quelqu'un avec qui tu devrais traiter tes décisions d'investissement. Un partenaire de vie peut être ton ancrage émotionnel sans être ton meilleur conseiller stratégique. La confusion entre les types de relations est ce qui pousse les gens à prendre des décisions importantes en se basant sur les avis de personnes qui ne sont pas équipées pour les évaluer, simplement parce que ces personnes sont proches. Ce que tu cherches dans ton cercle de progression, ce n'est pas de l'admiration, c'est de la friction productive.
Des gens dont les standards sont légèrement au-dessus des tiens, qui ne trouvent pas tes ambitions excessives, qui ne rationalisent pas leur propre inaction en te suggérant la prudence, et qui ont une relation avec l'exécution que tu peux observer et dont tu peux absorber quelque chose sans même qu'il y ait de conversation explicite. Le philosophe Sénèque écrivait à Lucilius « Choisis pour ami celui dont la vie, une fois regardée, te rend meilleur, et admets-le d'une façon que tu puisses lui parler librement. » Ce n'est pas une invitation à la transactionnalité, c'est une invitation à la précision dans le choix. Pas tous les gens que tu fréquentes ne doivent te rendre meilleur, mais les gens que tu laisses influencer tes décisions, tes standards, ta vision de ce qui est possible, eux, oui. Il y a un test simple. Après une conversation profonde avec un collègue, est-ce que tu as envie d'agir, de construire, d'aller plus loin, ou est-ce que tu as envie de te protéger, de ralentir, de reconsidérer ce qui était pourtant clair ? Ce n'est pas un jugement sur la personne, c'est une information sur la direction dans laquelle cette relation t'oriente. Et cette information mérite d'être traitée au même sérieux qu'un bilan. Les gens que tu gardes près de toi ne te donnent pas de conseils seulement quand tu leur poses des questions. Ils te donnent des conseils en permanence, parce qu'ils sont, parce qu'ils font, parce qu'ils acceptent de leur propre vie. Et tu absorbes ces conseils silencieux que l'on veuille ou non, que l'on en soit conscient ou non. La question n'est pas de savoir si ton cercle t'aime, elle est de savoir vers quoi il t'oriente quand personne ne regarde. Chapitre 10. Ce que tu évites de savoir sur toi-même. Tard un soir, un chiffre sur un écran. Pas catastrophique, juste suffisamment en dessous de ce que tu attendais pour créer un inconfort. Et dans les secondes qui suivent, avant même que tu aies formulé une pensée consciente, tu fermes l'application. Tu poses le téléphone. Tu penses à autre chose. Pas délibérément, automatiquement. Comme un réflexe de protection si bien rodé qu'il ne ressemble plus à une fuite. Il ressemble à du recul, à de la sagesse, à la capacité de ne pas réagir émotionnellement aux fluctuations. Ce n'est presque jamais ça. Il y a une zone dans la psychologie de chaque personne ambitieuse que j'appelle la zone d'évitement lucide. Ce n'est pas l'ignorance. L'ignorance ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. L'évitement lucide, lui, c'est exactement ce qu'il évite. Il a une conscience précise du territoire qu'il contourne. Et c'est précisément cette conscience qui le rend fonctionnel, parce qu'elle lui permet de construire des justifications sophistiquées pour ne jamais y entrer. Tu sais quelle décision tu repousses depuis 6 mois. Tu sais quelle conversation tu n'as pas eue. Tu sais quelle ligne de ton bilan tu ne regardes jamais vraiment. Tu sais dans quelle zone de ta vie tu appliques des standards significativement inférieurs à ceux que tu appliques ailleurs. Tu le sais. Pas vaguement, précisément. Mais tu as développé autour de cette connaissance un système d'évitement si élaboré qu'il est devenu invisible par familiarité. Voici ce que cet évitement coûte en termes mesurables. Chaque zone non examinée consomme de l'énergie cognitive en permanence. Pas de façon explosive, de façon souterraine, comme une application ouverte en arrière-plan qui n'affiche rien mais vide la batterie. Tu fonctionnes avec une charge constante que tu n'identifies pas parce qu'elle est devenue ton état normal. Et cette charge réduit ta capacité à penser clairement, à décider rapidement, à maintenir la qualité de ton attention sur ce qui compte vraiment. Carl Jung écrivait que ce que tu n'amènes pas à la conscience, tu le vis comme le destin. Ce n'est pas du mysticisme, c'est une observation sur la mécanique du comportement. Ce que tu ne regardes pas gouverne tes décisions depuis l'ombre sans que tu puisses l'interroger, le corriger ou l'orienter. Il agit. Tu subis les conséquences. Et tu attribues ces conséquences à des causes externes parce que tu n'as jamais établi le lien avec ce que tu as refusé de voir. J'ai eu une période où je ne regardais pas vraiment mes marges. Je regardais le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires était satisfaisant. Il racontait une bonne histoire. Les marges racontaient une histoire différente, moins flatteuse, qui impliquait des ajustements inconfortables et une remise en question de plusieurs décisions que j'avais prises avec confiance. Alors je regardais le chiffre d'affaires, pas consciemment, automatiquement. Jusqu'au jour où un associé m'a mis les marges devant les yeux avec une précision qui ne laissait aucune sortie. Et ce que j'ai ressenti n'était pas de la surprise, c'était de la reconnaissance. Je savais, j'avais toujours su. Je n'avais jamais choisi de regarder. Ce moment de reconnaissance est l'un des plus importants que tu puisses vivre. Non pas parce qu'il est agréable, il ne l'est pas, mais parce qu'il marque la fin d'une dépense d'énergie invisible et le début d'une clarté qui, même inconfortable, est opérationnelle. Tu ne peux pas travailler avec ce que tu ne regardes pas. Tu peux seulement en subir les effets en te demandant d'où ils viennent. Ce que tu évites de savoir sur toi-même a généralement une structure reconnaissable. Il y a presque toujours une compétence que tu ne maîtrises pas et que tu compenses par une autre que tu surmaîtrises. Il y a presque toujours une peur précise que tu as traduite en valeur personnelle, en principe de fonctionnement. Il y a presque toujours un résultat passé, un échec, une erreur, une décision mal calibrée que tu as intégrée non pas comme une information, mais comme une identité. Et cette identité, silencieusement, oriente chaque décision qui ressemble de près ou de loin à ce moment-là.
Identifier ces structures n'est pas un exercice thérapeutique, c'est un exercice stratégique, parce que tant qu'elles restent non examinées, elles ont un pouvoir absolu sur toi. Dès qu'elles sont nommées, leur pouvoir diminue. Pas disparaît, diminue. Et cette diminution crée un espace de choix là où il n'y en avait pas. Socrate a fondé sa méthode entière sur une prémisse que la plupart des gens acceptent intellectuellement et rejettent pratiquement. La connaissance de soi est la forme la plus utile de connaissance qui soit. Pas parce qu'elle est noble, parce qu'elle est opérationnelle. Parce qu'un homme qui sait précisément où ses angles morts se situent peut construire des systèmes qui compensent ces angles. Un homme qui ne le sait pas les reproduit indéfiniment en changeant de décor. Il y a une pratique simple que j'ai développée après mon effondrement calme. Une fois par trimestre, je prends 1 heure seule, sans téléphone, sans agenda, et je me pose une seule question. Qu'est-ce que je sais sur ma situation actuelle, dans n'importe quel domaine, que je n'ai pas encore regardé en face? Pas pour trouver des problèmes, pour réduire la zone d'évitement. Pour ramener à la surface ce qui consomme de l'énergie en silence. Certains trimestres, la réponse est légère. D'autres fois, ce qui remonte est suffisamment lourd pour changer plusieurs décisions dans les semaines qui suivent. Ce n'est pas une pratique confortable, c'est une pratique rentable. Ce que tu évites de savoir ne disparaît pas parce que tu ne le regardes pas. Il grossit, il s'installe, il recrute d'autres évitements pour se protéger. Et un jour, il t'est présenté non plus comme une information que tu aurais pu traiter tranquillement, mais comme une contrainte que tu n'as plus le choix d'adresser, dans des conditions que tu n'as pas choisies, et avec une urgence qui réduit la qualité de tes options. Le meilleur moment de regarder ce que tu évites, c'était il y a 1 an. Le second meilleur moment suit immédiatement ce chapitre. Chapitre 11. Le temps que tu n'as pas encore appris à posséder. 6 heures de matin ou 11 heures du soir, ça ne change rien si tu ne sais pas ce que tu construis avec ces heures. La question n'est pas quand tu travailles, elle est ce que ton temps produit réellement, pas en intention, pas en effort ressenti, mais en résultat mesurable sur une trajectoire définie. Et cette question, la plupart des gens ambitieux ne se la posent jamais vraiment, parce qu'ils confondent l'occupation avec la progression, et la progression avec la construction. Le temps est la seule ressource qui ne se rachète pas. Tu peux perdre de l'argent et en regagner, tu peux perdre un client, un partenaire, une position et reconstruire. Le temps perdu ne se négocie pas, il ne se récupère pas. Il disparaît avec la précision d'une horloge qui n'a pas de fonction pause. Et pourtant, c'est la ressource que la plupart des gens gèrent avec le moins de rigueur, précisément parce qu'elle semble illimitée jusqu'au moment où elle ne l'est clairement plus. Ce que j'observe chez les gens qui construisent sur le long terme, ce n'est pas qu'ils travaillent plus, c'est qu'ils ont développé une relation différente avec l'allocation. Ils ne demandent pas combien de temps une tâche va prendre, ils demandent ce que cette tâche produit par rapport à ce qu'elle coûte en attention irremplaçable. Cette distinction est fondamentale, parce que toutes les heures ne se valent pas. 1 heure de décision stratégique claire n'a pas la même valeur qu'1 heure de gestion opérationnelle que quelqu'un d'autre pourrait faire. Et traiter ces 2 heures comme équivalentes parce qu'elles durent 60 minutes chacune est une erreur d'allocation que les années rendent de plus en plus coûteuse. Il y a un concept que Peter Drucker formulait avec une précision chirurgicale. Il n'y a rien de plus inutile que de faire efficacement ce qui ne devrait pas être fait du tout. Ce n'est pas une observation sur la paresse, c'est une observation sur la hiérarchie. Avant de demander comment faire quelque chose, il faut demander si cette chose mérite d'être faite par toi, maintenant, dans ce contexte précis. Et cette question posée honnêtement élimine une proportion significative de ce qui remplit les journées des gens qui se plaignent de manquer de temps. Manquer de temps est presque toujours un problème de hiérarchie, pas de volume. Les gens qui disent manquer de temps ont généralement autant d'heures que les autres. Ils ont simplement une incapacité à dire non à ce qui est urgent mais peu important et à protéger ce qui est important mais pas urgent. Et ce qui est important mais pas urgent, la construction de systèmes, la réflexion stratégique, les décisions d'allocation à long terme, c'est précisément ce que la pression quotidienne repousse en permanence si tu n'as pas construit une structure qui le protège activement. J'ai eu une période où je répondais à tout, rapidement, avec une efficacité dont j'étais prieux. Chaque message, chaque demande, chaque sollicitation recevait une réponse rapide et précise. Et je confondais cette réactivité avec de la productivité. Ce n'était pas de la productivité, c'était de la disponibilité totale offerte à l'agenda des autres, habillée en professionnalisme. Ma journée était pleine, mon avancement était minimal, parce que la réactivité et la construction ont des logiques opposées. La réactivité fragmente l'attention, la construction demande des blocs continus d'attention profonde que la fragmentation rend impossible. Cal Newport a documenté avec précision ce que la recherche en sciences cognitives confirme. Le travail profond, celui qui produit de la valeur réelle et difficile à répliquer, nécessite des périodes d'attention non interrompues d'une durée suffisante pour que le cerveau atteigne un état de traitement optimal. Ces périodes ne se produisent pas entre 2 notifications, elles ne se produisent pas dans les interstices d'une journée fragmentée. Elles nécessitent une protection active, une décision consciente de rendre certaines heures inaccessibles à tout ce qui n'est pas la tâche définie.
Cette protection a un coût social. Certaines personnes te trouveront moins disponible, certaines attentes ne seront pas satisfaites dans les délais qu'elles anticipaient. Et ton ego, habitué à la validation que produit la réactivité, va résister. Parce que répondre vite crée une sensation de compétence et d'importance que le travail profond silencieux ne produit pas immédiatement. Le travail profond produit des résultats, la réactivité produit une sensation. Et dans le court terme, la sensation est plus satisfaisante que le résultat, ce qui explique pourquoi la plupart des gens choisissent la première, même quand ils avaient déclaré vouloir la seconde. Posséder son temps, au sens réel du terme, c'est être en mesure de décider souverainement comment une journée est structurée sans que cette structure soit entièrement gouvernée par les demandes externes. Ce n'est pas de l'isolement, ce n'est pas du refus, c'est une architecture délibérée qui alloue en premier à ce qui construit et en second à ce qui maintient. L'inverse, maintenir en premier et construire avec ce qui reste, produit des journées pleines et des trajectoires plates. Warren Buffett a dit un jour que la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent vraiment, c'est que ces derniers disent non à presque tout. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté sur ce que leur temps doit produire et une discipline suffisante pour protéger cette clarté contre la pression constante du visible, de l'urgent, du socialement attendu. Le temps que tu n'as pas encore appris à posséder n'est pas perdu dans la paresse, il est perdu dans l'occupation consentie, dans les réunions qui auraient pu être un message, dans les conversations qui ont duré le double de leur utilité réelle, dans les tâches que tu fais parce qu'elles sont là, pas parce qu'elles t'appartiennent, dans la disponibilité que tu offres gratuitement à tout le monde, sauf à ce que tu as dit vouloir construire. Ce que tu fais de tes prochaines 24 heures ne changera pas ta trajectoire. Ce que tu fais de façon répétée, structurée, hiérarchisée sur les prochaines années la changera complètement. La différence entre les deux n'est pas l'intensité, c'est la cohérence de l'allocation. Et cette cohérence commence par une décision que personne d'autre ne peut prendre à ta place. Chapitre 12. L'échec que tu n'as pas encore digéré. Quelque part dans ta trajectoire, il y a un moment que tu racontes différemment selon les interlocuteurs. Avec certains, tu le minimises. Avec d'autres, tu en fais une leçon propre, bien encadrée, avec une morale claire et un arc narratif satisfaisant. Et avec toi-même, tard, dans les rares moments où tu ne peux pas esquiver, tu sais que la version que tu racontes n'est pas tout à fait la version réelle. Il y a des détails que tu as lissés, des responsabilités que tu as redistribuées, une douleur que tu as traduite en enseignement avant d'avoir vraiment fini de la traverser. Ce moment-là n'est pas derrière toi, il est en toi, et il travaille. L'échec non digéré a une signature précise. Ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas la colère. Ce sont des décisions présentes qui portent la forme d'une protection contre quelque chose qui s'est passé. Une prudence excessive dans un domaine spécifique, un évitement systématique d'un certain type de risque, une tendance à surcontrôler dans les situations qui ressemblent même vaguement à ce contexte précis. Ces comportements semblent raisonnables pris séparément, ils ont des justifications solides, mais leur origine n'est pas l'analyse. C'est une blessure qui n'a pas été traitée, qui s'est cristallisée en règles de conduite et qui gouverne maintenant des décisions dans des contextes qui ne méritent pas cette gouvernance. J'ai connu un effondrement, pas spectaculaire, calme, comme je l'ai dit. Une série de décisions mal calibrées dans un contexte qui avait changé plus vite que ma lecture de la situation. Des engagements que je ne pouvais plus honorer entièrement, des conversations difficiles que j'avais repoussées jusqu'au moment où elles ne pouvaient plus être repoussées, et une période de plusieurs mois où j'ai fonctionné dans un état que je décrirais aujourd'hui comme une lucidité douloureuse. Je voyais clairement ce qui s'était passé. Je ne savais pas encore quoi en faire. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est ce que la plupart des gens font. J'ai transformé l'expérience en récit le plus rapidement possible. J'ai trouvé les leçons, les ai formulées avec précision, et je les ai utilisées pour refermer le dossier. C'est une stratégie d'adaptation efficace à court terme. Elle te permet de continuer à fonctionner. Elle a un coût à long terme. Elle te prive du travail réel que l'échec demande, qui n'est pas d'en extraire des leçons intellectuelles, mais d'identifier honnêtement ce que tu as évité de voir, ce que tu savais et que tu as ignoré, ce que tu as choisi de ne pas choisir jusqu'au moment où les conséquences t'ont choisi à ta place. Nietzsche écrivait que ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais il n'a jamais précisé la condition nécessaire pour que ça soit vrai. La condition, c'est l'intégration. L'expérience difficile non... Chapitre 12. L'échec que tu n'as pas encore digéré. Quelque part dans ta trajectoire, il y a un moment que tu racontes différemment selon les interlocuteurs. Avec certains, tu le minimises. Avec d'autres, tu en fais une leçon propre, bien encadrée, avec une morale claire et un arc narratif satisfaisant. Et avec toi-même, tard, dans les rares moments où tu ne peux pas esquiver, tu sais que la version que tu racontes n'est pas tout à fait la version réelle. Il y a des détails que tu as lissés, des responsabilités que tu as redistribuées, une douleur que tu as traduite en enseignement avant d'avoir vraiment fini de la traverser. Ce moment-là n'est pas derrière toi, il est en toi, et il travaille.
L'échec non digéré a une signature précise. Ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas la colère. Ce sont des décisions présentes qui portent la forme d'une protection contre quelque chose qui s'est passé. Une prudence excessive dans un domaine spécifique, un évitement systématique d'un certain type de risque, une tendance à surcontrôler dans les situations qui ressemblent même vaguement à ce contexte précis. Ces comportements semblent raisonnables pris séparément, ils ont des justifications solides, mais leur origine n'est pas l'analyse. C'est une blessure qui n'a pas été traitée, qui s'est cristallisée en règles de conduite et qui gouverne maintenant des décisions dans des contextes qui ne méritent pas cette gouvernance. J'ai connu un effondrement, pas spectaculaire, calme, comme je l'ai dit. Une série de décisions mal calibrées dans un contexte qui avait changé plus vite que ma lecture de la situation. Des engagements que je ne pouvais plus honorer entièrement. Des conversations difficiles que j'avais repoussées jusqu'au moment où elles ne pouvaient plus être repoussées. Et une période de plusieurs mois où j'ai fonctionné dans un état que je décrirais aujourd'hui comme une lucidité douloureuse. Je voyais clairement ce qui s'était passé. Je ne savais pas encore quoi en faire. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est ce que la plupart des gens font. J'ai transformé l'expérience en récit le plus rapidement possible. J'ai trouvé les leçons, les ai formulées avec précision et je les ai utilisées pour refermer le dossier. C'est une stratégie d'adaptation efficace à court terme. Elle te permet de continuer à fonctionner. Elle a un coût à long terme. Elle te prive du travail réel que l'échec demande, qui n'est pas d'en extraire des leçons intellectuelles, mais d'identifier honnêtement ce que tu as évité de voir, ce que tu savais et que tu as ignoré, ce que tu as choisi de ne pas choisir jusqu'au moment où les conséquences t'ont choisi à ta place. Nietzsche écrivait que ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais il n'a jamais précisé la condition nécessaire pour que ça soit vrai. La condition, c'est l'intégration. L'expérience difficile non intégrée ne te rend pas plus fort, elle te rend plus défensive. Et la défensive, habillée en sagesse et en expérience, est l'un des plafonds les plus solides et les moins visibles qui soient. Voici ce que l'intégration réelle demande, concrètement. Elle demande de distinguer 3 niveaux dans chaque échec significatif. Le premier, ce qui était hors de ton contrôle, le contexte, la conjoncture, les décisions d'autres personnes. Ce niveau est réel, mais limité. La plupart des gens lui allouent une proportion excessive parce qu'il est confortable. Le deuxième, ce que tu as mal évalué, les erreurs d'analyse, de lecture, de timing. Ce niveau est plus inconfortable, mais encore gérable, parce qu'il implique de la compétence, pas de caractère. Le troisième, ce que tu savais et que tu as choisi d'ignorer. Les signaux que tu as vus et écartés, les conversations que tu as évitées, les ajustements que tu as repoussés. Ce troisième niveau est le seul qui transforme réellement une expérience difficile en capital utilisable. Et c'est précisément celui que la plupart des gens ne regardent jamais jusqu'au bout. Regarder ce troisième niveau demande une forme de courage qui n'est pas valorisée publiquement. Admettre non pas que tu as été malchanceux, non pas que tu as fait des erreurs techniques, mais que tu savais et que tu n'as pas agi, c'est une admission qui touche directement l'identité. Elle remet en question non pas ta compétence, mais ton intégrité envers toi-même. Et cette remise en question, beaucoup d'hommes ambitieux préfèrent ne jamais la faire parce que leur identité entière repose sur l'image d'un homme qui sait ce qu'il fait. Viktor Frankl, qui a traversé ce que la plupart d'entre nous n'imagineront jamais, écrivait que la souffrance cesse d'être souffrance dès l'instant où elle trouve un sens. Mais le sens ne se décrète pas, il se construit lentement, par l'examen honnête, par l'acceptation complète de ce qui s'est passé, y compris les parties qui ne te flattent pas, et par la décision consciente de laisser cette expérience changer quelque chose de réel dans ta façon d'opérer, pas seulement dans ton discours. Ce que l'échec non digéré produit sur le long terme, c'est une asymétrie dans ta prise de risque. Tu deviens soit trop prudent dans les zones qui ressemblent à ce contexte, soit, et c'est moins visible, trop agressif dans d'autres zones pour compenser symboliquement. Ces 2 déformations sont coûteuses. Elles ne viennent pas d'un manque de compétences, elles viennent d'une expérience passée qui continue de voter dans tes décisions présentes sans avoir été invité à le faire. Le travail n'est pas de pardonner, ce mot appartient à un registre qui n'est pas le mien. Le travail est de regarder ce moment avec suffisamment de précision pour qu'il cesse de gouverner silencieusement ce qui vient après. Pas pour l'effacer, pour le désamorcer, pour qu'il devienne une information dans ta trajectoire plutôt qu'une force qui l'oriente à ton insu. Ce que tu n'as pas encore digéré ne disparaîtra pas avec le temps seul. Le temps sans examen produit de la distance, pas de l'intégration. Et la distance, contrairement à ce qu'on croit, n'abaisse pas ce qui n'a pas été résolu. Elle le conserve. Chapitre 13. Ce que la liberté coûte vraiment. Un matin sans réunion. Agent David. Personne qui attend quelque chose de toi avant midi. Et là, dans ce silence que tu avais dit vouloir, quelque chose d'inattendu se produit. Une légère anxiété. Un besoin diffus de te justifier, de produire quelque chose de visible, de transformer ce vide en preuve que tu l'utilises bien. Tu avais dit vouloir la liberté. Elle est là, et elle est inconfortable. Ce moment est plus révélateur que n'importe quelle période d'intensité.
La liberté est le mot le plus utilisé par les gens ambitieux et le moins examiné dans sa réalité concrète. Tout le monde dit la vouloir. Très peu de gens ont réfléchi précisément à ce qu'elle demande, pas en termes d'argent ou de statut, mais en termes psychologiques, structurels, quotidiens. Et cette absence de réflexion produit quelque chose de prévisible, des gens qui construisent pendant des années pour atteindre une liberté qu'ils ne savent pas habiter quand elle arrive, et qui recréent instinctivement des contraintes pour retrouver la sensation familière d'être gouvernés par quelque chose d'externe. La contrainte est confortable. Elle délègue la responsabilité du cadre. Quand tu as un patron, des horaires, des obligations définies par d'autres, tu n'as pas à décider ce qui mérite ton attention. La structure décide pour toi. Et cette délégation, même inconsciente, même mal vécue, soulage une partie du cerveau qui préfère réagir plutôt que choisir. La liberté réelle retire cette délégation. Elle te place devant un choix permanent et sans filet. Décider toi-même de ce qui compte, tous les jours, sans validation externe, sans structure imposée, sans la sécurité psychologique que procure l'obligation. C'est pour ça que beaucoup de gens qui atteignent une indépendance financière ou professionnelle recréent immédiatement une forme de servitude volontaire. Ils prennent trop de projets, ils maintiennent des engagements inutiles, ils restent disponibles pour des sollicitations qui ne méritent pas leur temps, non pas par manque de discipline, par incapacité à tolérer la responsabilité totale de leur propre agenda. La contrainte extérieure leur manque, non pas comme une prison, mais comme une béquille qu'ils n'avaient pas réalisé utiliser. Thoreau écrivait que la masse des hommes mène une vie de désespoir tranquille. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que ce désespoir tranquille est souvent choisi, pas subi. Il est choisi parce qu'il est familier, parce qu'il délègue la responsabilité du sens, parce qu'il offre la consolation de pouvoir attribuer ses insatisfactions à des causes externes. La liberté retire ses attributions. Elle te laisse seul avec la question Chapitre 13. Ce que la liberté coûte vraiment. Un matin sans réunion. Agent David. Personne qui attend quelque chose de toi avant midi. Et là, dans ce silence que tu avais dit vouloir, quelque chose d'inattendu se produit. Une légère anxiété, un besoin diffus de te justifier, de produire quelque chose de visible, de transformer ce vide en preuve que tu l'utilises bien. Tu avais dit vouloir la liberté. Elle est là, et elle est inconfortable. Ce moment est plus révélateur que n'importe quelle période d'intensité. La liberté est le mot le plus utilisé par les gens ambitieux et le moins examiné dans sa réalité concrète. Tout le monde dit la vouloir. Très peu de gens ont réfléchi précisément à ce qu'elle demande, pas en termes d'argent ou de statut, mais en termes psychologiques, structurels, quotidiens. Et cette absence de réflexion produit quelque chose de prévisible, des gens qui construisent pendant des années pour atteindre une liberté qu'ils ne savent pas habiter quand elle arrive, et qui recréent instinctivement des contraintes pour retrouver la sensation familière d'être gouvernés par quelque chose d'externe. La contrainte est confortable, elle délègue la responsabilité du cadre. Quand tu as un patron, des horaires, des obligations définies par d'autres, tu n'as pas à décider ce qui mérite ton attention. La structure décide pour toi. Et cette délégation, même inconsciente, même mal vécue, soulage une partie du cerveau qui préfère réagir plutôt que choisir. La liberté réelle retire cette délégation. Elle te place devant un choix permanent et sans filet. Décider toi-même de ce qui compte, tous les jours, sans validation externe, sans structure imposée, sans la sécurité psychologique que procure l'obligation. C'est pour ça que beaucoup de gens qui atteignent une indépendance financière ou professionnelle recréent immédiatement une forme de servitude volontaire. Ils prennent trop de projets, ils maintiennent des engagements inutiles, ils restent disponibles pour des sollicitations qui ne méritent pas leur temps, non pas par manque de discipline, par incapacité à tolérer la responsabilité totale de leur propre agenda. La contrainte extérieure leur manque, non pas comme une prison, mais comme une béquille qu'ils n'avaient pas réalisé utiliser. Thoreau écrivait que la masse des hommes mène une vie de désespoir tranquille. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que ce désespoir tranquille est souvent choisi, pas subi. Il est choisi parce qu'il est familier, parce qu'il délègue la responsabilité du sens, parce qu'il offre la consolation de pouvoir attribuer ses insatisfactions à des causes externes. La liberté retire ses attributions. Elle te laisse seul avec la question la plus lourde qui soit. Maintenant que tu peux faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux réellement ? Cette question posée dans le vide d'un agenda libre peut être paralysante, parce que pour beaucoup de gens ambitieux, l'ambition a fonctionné comme une réponse à cette question sans jamais vraiment l'examiner. Tu voulais construire, réussir, prouver, atteindre, ces objectifs te donnaient une direction, et la direction te dispensait d'interroger le sens. Maintenant que la direction a produit ses résultats, la question revient, plus insistante, et tu réalises que tu n'as pas de réponse préparée. Ce n'est pas un échec, c'est une séquence normale que presque personne n'anticipe parce que personne n'en parle honnêtement. Les gens qui ont construit quelque chose de significatif parlent rarement de cette période de désorientation qui suit l'atteinte. Ils parlent de l'effort, du process, des obstacles surmontés. Ils sautent directement à la sagesse rétrospective. L'inconfort du milieu reste invisible, ce qui laisse croire à ceux qui suivent que la liberté atteinte ressemble à la liberté imaginée. Elle ne ressemble pas.
La liberté imaginée est une absence de contrainte. La liberté réelle est une responsabilité totale. Et la responsabilité totale est psychologiquement beaucoup plus exigeante que n'importe quelle contrainte externe, parce qu'elle ne te laisse aucune sortie narrative. Tu ne peux plus dire que les circonstances t'ont empêché. Tu ne peux plus dire que tu aurais fait autrement si tu avais eu le choix. Tu as le choix. Ce que tu fais de ce choix t'appartient entièrement. Ce coût psychologique de la liberté est précisément pourquoi elle se mérite dans un sens que l'argent seul ne couvre pas. Tu peux acheter du temps libre, tu ne peux pas acheter la capacité à l'habiter avec cohérence et direction. Cette capacité se construit, lentement, par une série de décisions où tu choisis ta propre direction plutôt que de suivre celle que les circonstances imposent, même quand suivre les circonstances serait plus simple, plus socialement acceptable, moins exposé. Chaque fois que tu prends une décision difficile depuis ta hiérarchie de valeurs plutôt que depuis la pression externe, tu construis une tolérance à la responsabilité totale. Chaque fois que tu tiens une direction que tu as choisie sans avoir besoin qu'on te la confirme, tu développes la musculature psychologique que la liberté réelle demande. Ce n'est pas de l'indépendance d'esprit au sens romantique, c'est un entraînement précis à fonctionner sans béquille externe, progressivement, avec des espaces de liberté croissants que tu apprends à habiter avant d'en demander davantage. Sénèque écrivait à Lucilius que ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui en veut toujours plus. Ce qu'il visait n'était pas l'argent, il visait la dépendance à toujours plus comme substitut à la capacité d'être pleinement présent dans ce qu'on a déjà construit. La liberté sans cette présence n'est pas de la liberté, c'est une forme d'errance mieux habillée. Ce que la liberté coûte vraiment, ce n'est pas le travail pour l'atteindre. Ce coût-là, la plupart des gens ambitieux sont prêts à payer. Ce qu'elle coûte vraiment, c'est la maturité psychologique pour l'habiter sans la saboter, sans la remplir d'obligations inutiles, sans fuir dans l'occupation ce que le silence de l'agenda libre rend soudainement impossible d'éviter. Tu peux passer ta vie entière à construire la liberté et ne jamais apprendre à y vivre. Et personne ne te dira que c'est ce qui s'est passé. Chapitre 14. Prendre sa place sans demander la permission. Il n'y a pas de dernier secret, pas de principe final qui organise rétrospectivement tout ce qui précède en une formule propre. Si tu attends ça, tu as encore une longueur d'avance à prendre sur toi-même. Ce livre n'a pas été construit pour te donner une conclusion. Il a été construit pour te laisser avec une pression précise, orientée et suffisamment inconfortable pour que tu ne puisses pas l'ignorer en refermant ce que tu écoutes. Ce que j'ai traversé, l'effondrement calme, la reconstruction, les années qui ont suivi, m'a appris une chose que je n'aurais pas pu formuler avant de l'avoir vécu dans le corps, pas seulement dans la tête. La plupart des gens n'échouent pas par manque de compétences. Ils n'échouent pas non plus par manque d'informations, de stratégie ou d'opportunités. Ils n'atteignent pas ce qu'ils pourraient atteindre parce qu'ils n'ont jamais décidé, vraiment décidé, qu'ils avaient le droit d'être là où ils voulaient aller. Pas le mérite potentiel, pas la capacité probable. Le droit actuel, présent, sans conditions préalables à remplir. Cette décision n'est pas un état d'esprit, c'est un acte. Elle se manifeste dans des comportements précis, mesurables, quotidiens. Dans la façon dont tu entres dans une pièce où les autres ont l'air de savoir quelque chose que tu ne sais pas encore. Dans la façon dont tu poses une question sans t'excuser d'abord de la poser. Dans la façon dont tu tiens une position sous pression sans avoir besoin que tout le monde autour de toi la valide pour continuer à la tenir. Dans la façon dont tu alloues ton temps comme quelqu'un dont le temps a une valeur réelle, pas comme quelqu'un qui espère qu'on finira par le reconnaître. Prendre sa place sans demander la permission n'est pas de l'arrogance. L'arrogance compense un vide. Ce dont je parle comble un vide. Ce sont deux mouvements opposés qui se ressemblent en surface et produisent des résultats radicalement différents sur 10 ans. L'arrogance repousse ce dont elle a besoin. La souveraineté attire ce qu'elle mérite. Et la différence entre les deux n'est pas dans le comportement extérieur, elle est dans la source intérieure depuis laquelle ce comportement opère. Ce que j'appelle la souveraineté opérationnelle, c'est la capacité à fonctionner depuis un endroit stable, sans avoir besoin que les circonstances extérieures soient favorables pour maintenir la qualité de tes décisions. Ce n'est pas de l'imperméabilité. Tu ressens les pressions, les doutes, les moments où la trajectoire n'est pas lisible. Mais ces états ne prennent pas les commandes, ils traversent sans gouverner. Et cette capacité, développée progressivement par les décisions que tu as prises tout au long des chapitres précédents, est ce qui distingue une progression durable d'une performance cyclique. Marc Aurèle dirigeait un empire, tout en notant chaque soir pour lui seul les endroits où il avait manqué à ses propres standards, pas pour se punir, pour maintenir une pression d'exigence envers lui-même dans des conditions où personne d'autre n'aurait pu l'exiger. C'est ça, prendre sa place. Pas le statut, pas la reconnaissance, la rigueur privée qui précède et génère les résultats publics et non l'inverse. Le piège final, celui que je veux nommer précisément parce qu'il est le plus fréquent à ce stade d'une transmission comme celle-ci, c'est de transformer ce que tu viens d'entendre en identité narrative, plutôt qu'en changement opérationnel. Tu pourrais sortir de ce livre avec une image de toi-même plus lucide, plus structurée, plus souveraine, sans avoir changé une seule décision concrète. Et cette image nouvelle serait exactement le même mécanisme que tout ce qu'on a examiné ensemble. Une histoire flatteuse que l'ego se raconte pour éviter le frottement réel de l'exécution.
Ce qui compte n'est pas ce que tu as compris, c'est ce que tu fais différemment demain matin, après-demain, dans 3 semaines, quand l'enthousiasme initial de cette écoute sera dissous et que la réalité ordinaire de tes journées aura repris sa texture habituelle. C'est là, dans cette texture ordinaire que tout se joue. Pas dans les moments d'intensité, pas dans les décisions spectaculaires, pas dans les pivots dramatiques. Dans le choix répété, sans public, sans validation, de tenir la direction que tu as définie depuis un endroit calme. 1% par jour, toujours dans la bonne direction. Ce n'est pas une formule de motivation, c'est une description mécanique de ce que produit la cohérence sur le long terme. 1% de progression quotidienne dans une direction définie avec précision, maintenue sur 3 ans, produit quelque chose que l'intensité sporadique ne produira jamais. Pas parce que la somme est plus grande, parce que la direction est maintenue. Et la direction maintenue crée une trajectoire. La trajectoire crée une position, les positions créent des options. Et les options, pas les opportunités espérées, les options construites sont la définition réelle de la liberté dont on a parlé. Ce livre se termine ici, pas parce que le sujet est épuisé, il ne l'est jamais, mais parce que la suite ne peut pas être écrite par moi. Elle se construit dans tes décisions, dans tes allocations, dans les moments où tu choisis la friction productive plutôt que le confort narratif. Dans les moments où tu regardes ce que tu évitais de regarder, dans les moments où tu tiens une position sans avoir besoin qu'on te la confirme, dans les moments où tu opères depuis la construction plutôt que depuis la protection. Je n'ai pas cherché à te motiver. La motivation s'évapore. J'ai cherché à réorganiser quelque chose dans la façon dont tu te perçois, dont tu décides, dont tu opères. Si une seule chose a changé de position dans ta façon de penser, ce livre a fait ce qu'il devait faire. Le trône n'est pas une métaphore. Il est fait de décisions prises sans permission, tenues sans public et construites une par une dans le silence de ce que personne d'autre ne voit. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire.